Vous êtes le Tennessee. On vous ment pas, on vous marche pas dessus. Ces gens vous marchent dessus, ils s'en foutent de votre gueule. Tout ce qu'ils veulent simplement, c'est aller au gouvernement, toucher leur petit salaire tranquillement, et basta. Eh ben non, ça fonctionnera pas comme ça. Donc dans 2 semaines, vous allez tous sortir, vous allez tous voter, et vous allez leur foutre une bonne raclée qui vont s'en rappeler. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur la BR. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici même en direct de Townsend avec monsieur Baker. Monsieur Baker, bonsoir, merci Bonsoir Antoine. de venir avec nous en direct. Un petit mot. Merci de m'accueillir, hein. C'est toujours un excellent plaisir de venir ici devant vous pour répondre à vos questions. Et puis, je pense que ça peut permettre aussi à nos concitoyens de voir un petit peu une autre vue de ce qu'on appelle les politicards, même si je me considère pas dans cette tranche de gens. Bien, monsieur Baker. On Donc, va, pour commencer, évidemment aborder différents sujets, qui forment l'ensemble de nos téléspectateurs, que nous allons avoir une interview en trois grandes parties. Premièrement, on va retracer l'histoire de Monsieur Baker. Ensuite, nous allons parler de sa vie politique, évidemment, car on le sait très bien qu'il a une vie politique, et également on va parler de sa vision sur la société actuelle. Voilà. Donc pour commencer, Monsieur Baker, on le sait, vous êtes allé en Californie. Comment ça s'est passé là-bas? Racontez-nous un petit peu votre vie en Californie. c'est un monde très différent du Tennessee. Moi, j'y suis allé dans le cadre de mes études pour devenir médecin généraliste. Puis j'ai pas vraiment eu le choix. Je veux dire, les meilleures écoles de médecine sont en Californie. Donc j'ai pas vraiment eu le choix. J'ai fait mon cursus scolaire là-bas tranquillement. C'est là-bas que j'ai rencontré la mère de mes filles, mon ex-femme, avec qui j'ai eu 7 ans comment dire, un très joli passage de ma vie avec elle. Et puis j'ai dirigé un hôpital, Ah, l'OMC, très bien. dans Effectivement, on va y laquelle revenir. absolument un très joli hôpital qui comptait énormément de collaborateurs. Et puis, fut un moment où les hôpitaux privés, on ne dépend pas de financement public. Et Ouais, tout donc, à fait. l'hôpital a fait, je dirais pas faillite, mais par souci stratégique, manque de moyens, d'argent, a fermé. Voilà. Et puis après, D'accord. tranquillement, je suis revenu dans ma ville natale, Ouais. Ouais, bien Nashville, sûr. Alors, avant au de parler de Tennessee, ça, là où je suis né. concernant justement cet hôpital, hein, donc vous avez, donc je disais, vous avez pu gérer précédemment un hôpital. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour votre vie passée, hein, ici de retour dans le Tennessee, actuelle et peut-être future? Qu'est-ce que ça vous a apporté tout ça, Monsieur Baker? D'abord, moi, j'ai toujours choisi ce métier parce que j'aime m'occuper des autres et particulièrement des gens qui, pour la plupart, sont en détresse. Il y a plein de gens qui vont à l'hôpital parce que ils n'ont pas les moyens de se loger, n'ont plus personne et se tournent en vérité vers les seules personnes qui les écoutent. Donc, moi, ce métier, je l'ai choisi par rapport au contact humain déjà. Et puis pourquoi est-ce que j'avais décidé de devenir à l'époque directeur d'hôpital? Parce que euh, au-delà du fait d'aimer les gens, j'avais une vraie volonté à créer quelque chose qui puisse servir à la communauté. L'hôpital, c'est la chose la plus importante aux yeux de nos concitoyens, puisque quand vous avez des hôpitaux qui fonctionnent, un système médical qui fonctionne, eh bien les gens ils peuvent aller soigner très facilement sans avoir besoin de faire des kilomètres de route pour aller Ah voir oui, bien un sûr, médecin tout à fait, tout à généraliste ou fait. autre. Donc il y a d'abord ce sentiment-là qui est de vouloir aider les autres et de leur venir en aide. Et puis il y a aussi cette volonté de vouloir diriger des humains
qui aussi, pour la plupart, choisissent d'aller dans un hôpital privé par rapport aux conditions de travail qui sont bien meilleures, qui payent correctement ses praticiens. Donc, il y a tout un univers, et après aussi celui d'être entrepreneur, hein, parce que quand on est directeur d'hôpital, on est entrepreneur aussi. Je veux dire, c'est comme une entreprise, hein, l'hôpital. Quand vous payez des médecins, que vous les recrutez, c'est un peu comme une entreprise, hein. Vous gérez des employés comme je n'aime pas trop les appeler, parce que pour moi, un médecin est plus qu'un employé, c'est un médecin, Oui. quoi. Donc, c'est une vocation. Bah exactement, c'est ça. Donc ça m'a apporté plein de choses positives, et puis ça a formé aussi en quelque sorte ce truc de leadership que j'ai pu obtenir en fait grâce à ça. Bien sûr. Et donc, autre point de votre... de... Voilà, donc nous sommes de retour. Donc je disais, tout ceci, hein, toute cette gestion de votre hôpital vous a conduit par la suite à revenir, vous l'avez dit, hein, après sa fermeture, dans le Tennessee. Et vous avez donc intégré le HCT, alors il me semble en 2024, si je regarde bien les informations que nous avons. Quelle est votre vision du HCT, le HCT tel qu'il était quand vous l'avez rejoint, et le HCT peut-être qui a évolué, peut-être tel qu'il est maintenant? Dites-nous tout. Dites-nous tout. D'abord, moi, je l'ai rejoint grâce à un ami que je connaissais, Richard Bellet, et surtout, je l'ai rejoint en tant que professeur en médecine générale parce que j'avais de l'expérience dans ce domaine, et parce qu'on me faisait confiance. Donc, je dois dire qu'il a beaucoup évolué. À l'époque, il était à un stade un peu de dégradation. Et puis, entre avant et maintenant, le HLT a bien évolué. Il y a de plus en plus de médecins. Donc on voit qu'il y a un réel effort Oui, quand tout même à de fait. fait par les dirigeants. Richard a toujours été un énorme soutien pour moi en tant que docteur. C'était un ami pour moi. Ça l'est Bien toujours. sûr. Mais voilà, Mhm. ma croyance politique fait que maintenant il faut un petit peu combattre le fait que cette boîte elle soit supra riche, et qu'elle ne paye Oui. absolument pas du tout d'impôts à l'État et rien du tout. Oui. Mais on ne combat pas le HCT. En fait, on combat en Mhm. réalité ces dirigeants qui s'en mettent plein les poches et ne reversent rien. Le Mhm. HCT est une D'accord. entreprise, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et il n'est pas soumis aux mêmes taxes qu'une petite entreprise qui pourrait se créer. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qui, moi, me ronge. Oui, tout à fait. D'accord, ah oui, donc ouais, une vision quand même assez départagée, notamment vous le dites, hein, avec la question politique. Et donc, sur cette question politique notamment, on va entamer deuxième phase de ce débat, de cette interview sur votre politique donc, et notamment donc ce que vous avez pu dire ou faire lors de la dernière campagne. Alors je vous propose, hein, de regarder ces quelques images qui avaient été tournées par la BIR. Alors, avant de regarder ces quelques images là, on me dit de faire un petit point avant cela, Monsieur Baker, sur votre mandat. Alors, on sait, hein, voilà, sur la chronologie de votre vie, vous avez donc été élu 64e gouverneur du Tennessee. Quel bilan faites-vous de ce mandat passé donc? C'est donc. Bah, le bilan est bien plus que positif. Je veux dire, vous comparez l'avant Baker et l'après Baker, il y a un gouvernement qui était vraiment au service des gens, qui était présent. Je veux dire, il y avait véritablement un engouement autour de tout ça. Oui, bien sûr. Mais surtout, on a fait bien plus que juste être présent. Je veux dire, on a réformé le système de santé. Moi, vous savez, gouverner, ça a été la plus belle histoire de ma vie. Alors, la plus belle chose qui me soit arrivée, c'était mes enfants, Jill et Jolene. Mais gouverner, ça a été l'une des plus belles choses de ma vie, vraiment. Parce que j'ai eu le privilège de prendre un État qui était fracturé, qui ne fonctionnait pas,
et de m'entourer de gens très compétents. Et je pense à Robert Eckwerth, je pense à plein de démocrates qui sont d'ailleurs toujours mes amis. Je les considère comme mes amis, ces gens-là. Qui sont très compétents et qui m'ont aidé à l'époque à former quelque chose de vrai, un véritable gouvernement au service des gens et qui, au fond, avec moi, ont fondé quelque chose de mémorable. Je veux dire, le Baker Care, c'est moi. C'est grâce à moi aujourd'hui qu'il y a un système de santé qui est créé. C'est pas grâce aux autres. Personne ne propose dans son programme actuellement, personne propose de le renforcer. Je veux dire, je suis l'un des seuls qui protège un système de santé qui soit équitable et qui permette de rembourser une panoplie de soins médicaux. Donc c'est quand même qu'à un moment donné, j'ai fait des belles choses. Et surtout, on a créé une vraie justice sociale, notamment en termes d'impôts, parce que beaucoup de gens appellent la taxe sur les entreprises la taxe Baker. Or, quand j'ai du gouverneur, la taxe était déjà présente à 20% et je me suis contenté de la à 7%. Donc ce n'est pas la taxe Baker, c'est une taxe qui est légale, qui est présente, qui est obligatoire. Et à l'époque, on avait créé, on voulait, de toute façon avec Robert, qui était mon secrétaire d'État, on voulait un fisc qui ne tabasse pas les entreprises. Donc on voulait pas avoir l'image du gouvernement qui prend du pognon, gère sans regarder. On voulait pas ça ne nous intéressait pas. Nous, on voulait avoir un système de taxation qui soit cohérent par rapport à ce que l'on dépense, par rapport à ce que l'on veut faire, par rapport à ce que l'on veut investir. Et il était cohérent. C'est-à-dire, il a rapporté beaucoup d'argent et il nous a permis d'investir dans les entreprises et de faire de belles choses. Mais surtout, et donc notamment en parlant d'investissement, avec l'aide, c'est ça pour les entreprises, peut-être un point sur cette question. Et oui, parce qu'en réalité, quand on prend de l'argent aux entreprises, ça contribue à derrière pouvoir aider les nouvelles entreprises qui se lancent et à leur donner un capital de départ. Donc en fait, en réalité, c'est pas de l'argent qu'on garde, c'est de l'argent qu'on prend et qu'on redonne à ceux qui créent de l'emploi, qui investissent, qui font des choses. Donc c'est pas simplement de l'argent qu'on prend. Et aujourd'hui, vous prenez par exemple la loi qui est passée sur le cannabis. Je crois que c'est 15% de taxes imposées aux acheteurs de cannabis. Et ben ça, c'est de l'argent que vous prenez dessus au cours de l'interview. Et oui, c'est de l'argent que vous prenez et qui ne sera jamais réinvesti au profit des gens ou de choses d'intéressant comme la sécurité ou autre. Voilà. Ouais, l'État promet effectivement d'aider à ce sujet et effectivement prévoit Mais il ne le fait toujours pas. Donc, et de prélever aussi un forfait au niveau des entreprises qui vont pouvoir payer une licence pour pouvoir justement vendre ce cannabis qui a donc été adopté au niveau de la loi pour l'Assemblée au niveau de sa deuxième ou troisième séance de mémoire. Il n'y a toujours pas de cadre par rapport à ça. Donc vous voyez bien qu'il y a un moment donné où c'est pas cohérent avec la parole du gouverneur Hellman. C'est que entre ce qu'il dit de faire et ce qu'il fait, il y a un fossé qui est... Sur ce sujet, Monsieur Hellman, on y reviendra justement. Et on va y revenir juste après cette dernière question. Donc vous avez eu précédemment une politique notamment, on y repense sur l'interdiction donc des armes à feu où vous aviez donc réalisé ceci et maintenant ça semble plutôt en désaccord avec votre politique actuelle. Il y a d'autres points aussi de désaccord. Alors avez-vous vos idées ont-elles évolué? Comment cela s'est passé dans votre tête? D'abord, c'est pas l'idée de Donald Baker, cette affaire, c'est l'idée du Parti démocrate. Et moi, quand j'ai été à l'époque investi par le Parti démocrate grâce à ses adhérents, on m'a imposé des choses dans mon programme. On m'a imposé de suivre une lignée qui était démocrate, qui se voulait réellement en rupture avec le républicanisme qu'on avait connu avant. Donc ça m'a été imposé. Moi, si ça aurait été moi, vous savez que je n'aurais jamais interdit les armes automatiques. Je le dis, c'était une connerie de le faire et je me rends compte maintenant. Mais c'était une idée démocrate. Moi, j'ai suivi ce qu'on m'avait imposé à l'époque, ce qui était cohérent. Quand on est candidat pour le Parti démocrate, il faut incarner la parole démocrate. Et la parole démocrate à l'échelle fédérale, c'est d'être contre les armes automatiques. Voilà, je vous l'apprends pas, c'est quelque chose, autant sous Biden, sous Obama, de qui vous voulez, c'est quelque chose qui a toujours été dans le discours démocrate. Donc déjà, c'est pas l'idée de Donald Baker. Maintenant, quand on l'a fait, on s'est rendu compte que ça n'a servi à rien puisque l'État ne suit pas en fait par rapport au nombre d'armes qui est en circulation.
Et même parce que au final, la volonté des gens, la plupart disaient mais on est contre, on n'est pas d'accord. Oui, mais enfin moi j'ai été élu à l'époque avec un programme clair tout à fait, vous avez été élu et allant tête, démocratiquement. voilà. Bah voilà, donc j'ai appliqué en fait le programme que j'ai montré à nos concitoyens. Maintenant, s'il fallait refaire ça, moi je le redis, je ne change pas d'avis, je garde toujours le même cap que les armes automatiques tuent, mais à la différence c'est que je veux créer un port d'armes comme c'était le cas à l'époque, qui réglemente un peu plus le port de l'arme automatique et qui permet d'éviter qu'il y ait des garde-fous qui portent ces armes de manière injuste, c'est tout. Mais c'est pas ce que propose le Parti démocrate. Maintenant, le Parti démocrate est pour les armes automatiques alors qu'initialement il ne l'est pas, donc vous voyez, c'est très flou. Oui, tout à fait. Et justement, hein, en parlant du Parti démocrate, on va revenir sur ce sujet. Parti démocrate, alors je vous propose, regardez vos récents conflits qui ont eu lieu et prise de position donc contre le Parti démocrate et contre également Monsieur Hellman. Donc, je laisse regarder ces courts extraits rassemblés par les équipes de la BIR. Vous avez raison de le signaler, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis plus démocrate, parce que je me suis rendu compte que ces gens étaient vraiment tous des pourritures jusqu'à l'os, y compris ceux au Tennessee. Ça l'a tardé, machin, qui essaye de s'en passer pour 50 Cent avec sa cravate à fleurs. Bon, voilà, j'ai rarement vu 50 Cent habillé en cravate à fleurs, mais moi je regrette quand même que tu ne sois pas candidat, Hans. Très sincèrement, je le regrette parce que le mec derrière toi, je sais pas où vous l'avez sorti ce type, mais bordel de merde, je me dis quand même, des fois je comprends pourquoi la politique ça donne plus confiance aux gens. Hein. Mais vraiment, ça des fois je comprends, quoi. Quand on voit ce genre de mec, c'est wow, quoi. Aujourd'hui, nous payons donc une femme qui fait la traque à ceux qui consomment de la drogue. Enfin, on sait pas vraiment parce qu'en réalité, le plan de ce gouvernement n'a pas été présenté au Parlement. On ne connaît pas les missions des nouveaux commissaires. Et je trouve que moi, en tant qu'ex-gouverneur, je ne comprends pas l'utilité d'avoir 3 nouveaux hauts commissaires que nous devons payer, puisque par conséquent, c'est nos concitoyens qui les payent. Hein. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel. On nous annonçait il y a 3 semaines que le référendum serait proposé plus rapidement possible parce que nous sommes très attachés à la vie parlementaire et à ce que font les élus. Et là maintenant, Monsieur Pélez nous dit alors nous avons d'abord des objectifs première semaine, ensuite deuxième semaine on établit le plan pour le référendum et ensuite troisième semaine là on va présenter le référendum à nos concitoyens. On est face à un secrétaire d'État et je ne veux pas être trop méchant ce soir face à vous, Monsieur Cruz, parce que je pense que vous êtes la victime de l'impréparation en fait de Monsieur Hellman. Bien, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, comme vous venez de le voir, Monsieur Baker a multiplié les prises de position, suite à son départ, on le rappelle, du Parti démocrate après l'investiture du candidat pour les élections du 66e gouverneur du Tennessee, Monsieur Baker. Qu'est-ce qui vous a conduit à quitter brutalement ce parti-là suite à cette élection? Parce que, comme je l'ai dit, on nous prend pour des imbéciles. Et puis à l'époque, moi je peux vous le dire, les gens n'étaient pas du tout concernés dans les directions que prenait le parti ou autre. Je veux dire, ils s'en foutaient complètement. Il y avait des élus au sein du parti, ils n'étaient pas consultés, on leur demandait pas leur avis. Et moi, c'était mon cas. Moi, à l'époque, j'étais élu du comité central. On m'a jamais demandé si j'étais d'accord que le Parti démocrate fasse telle ou telle chose. Donc voilà. Déjà, il y avait un souci par rapport à ça. Et puis, c'était plus mes idées. Voilà, le parti a évolué pas d'une bonne façon. Il est hypocrite dans ses idées ou dans ce qu'il souhaite faire. Donc, on cache pas comment je peux dire ça, la façade démocrate. Un démocrate est un démocrate, c'est pas un semi-démocrate, semi-républicain. Non, il faut arrêter avec ça. Et selon vous, les démocrates actuels, que sont-ils? Ils sont semi-démocrates, semi-communistes, parce qu'ils s'alliaient avec des communistes à l'Assemblée. Donc, je veux dire, le programme de l'Alliance du peuple, c'est du pur communisme. Donc, quand on est ami avec ces gens-là, c'est qu'on accepte alors d'être un petit peu communiste. On adhère à leur thèse. Donc, voilà. Et donc, vous considérez comme réellement démocrate? Indépendant, monsieur. Je ne suis plus démocrate, je suis indépendant. Je n'ai plus confiance au système démocrate. Je n'ai plus confiance en ça.
D'accord. Et cette décision justement de quitter, c'était réfléchi? Vous l'avez fait subitement la suite à cette élection? Mais bien sûr que c'était réfléchi et je l'ai même fait de la manière la plus silencieuse possible. Je ne l'ai dit à personne, sauf à Robert à l'époque. Et sur mes réseaux, j'étais très silencieux par rapport à ça parce que je ne voulais pas que ça change quelque chose pour le Parti Bien sûr. démocrate. Bon, bah, force est de constater que ça leur change énormément de choses puisqu'ils ne font que parler de moi à longueur de journée. Ne parlent que du Parti indépendant, de Donald Baker, On va voir de ce qu'il a pourquoi aussi fait. Voilà. prochainement. Donc bon, j'aime faire parler de moi. Vous savez, c'est toujours flatteur qu'on parle de vous dans la rue. Ces gens me donnent de Bien sûr. l'importance. Je ne leur en donne pas du tout puisqu'ils ne m'intéressent pas. Mais il faut croire que je les intéresse. Donc on va revenir sur vos propos à l'Assemblée notamment. Assemblée d'ailleurs où vous vous installez à côté des Républicains, vous semblez en bonne entente avec eux. Quelle est votre vision vis-à-vis du Parti républicain? Est-ce que vous ne seriez pas tenté de faire un rapprochement avec eux? Certains vous comparent, hein, vous savez, avec un républicain très connu qui est à la tête de notre pays, qui porte le même prénom que vous. Ah, donc ils se disent un rapprochement peut-être entre Monsieur Baker, Donald Baker, donc, et les républicains. Quelle est votre position là-dessus? Écoutez, déjà, il faut arrêter de faire des alliances à tout va contre nature. Il n'y aura aucun rapprochement avec le Parti républicain. Je me sens proche d'eux sur beaucoup d'idées politiques, notamment sur la sécurité, plein de choses, d'accord? Mais pour l'instant, je ne ressens pas le besoin de rejoindre ce parti. J'ai mon propre parti qui fonctionne très bien, qui a en son sein des gens très talentueux. Et voilà, je m'assois à côté d'eux parce que je préfère être à côté de ceux qui défendent un minimum les intérêts de nos concitoyens, plutôt que ceux à droite, les démocrates, qui parlent de l'Assemblée. Voilà, je veux dire, il y a les vrais sujets et les faux Bien sujets sûr. qui ne Alors, en concernent parlant de personne. l'Assemblée, justement, alors je vais vous faire réagir, hein. Je disais, donc je vais vous faire réagir sur ces chiffres. Alors à la BIR, les équipes techniques du moins de la BIR ont analysé la dernière séance que nous avons enregistrée, c'est-à-dire la 3e séance de l'Assemblée, sur donc 1h30 de séance, hein, qui était enregistrée. On a compté votre temps de parole. Vous avez occupé 28,9% du temps de parole, donc à peu près 29%. Un temps de parole, et vous occupez seulement 9% des sièges. Alors, quelle est votre position là-dessus? Pensez-vous que c'est un accaparement des débats, ou bien une volonté de les faire prolonger? Pourquoi faire autant parler de vous à l'Assemblée? Pourquoi autant prendre la parole? Pourquoi ne pas laisser la parole aux autres, tout simplement? Et parce que monsieur, on n'est pas à la maternelle, d'accord? Il n'y a pas de ah, il a levé la main, il a la parole. Non, non, on n'est pas à la maternelle. Moi, je suis élu par des milliers de citoyens, d'accord? Qui ont voté pour moi et qui attendent que je les représente à l'Assemblée et que je fasse leur porte-parole. Donc, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, eh bien, je me lève et je parle. Et la plupart du temps, eh bien, la majorité des choses ne me plaisent pas. En tout cas, quand il s'agit de démocrates, Ouais, parce qu'ils sont forts sur plein de choses. Alors, on l'a vu hein, Mais dans les c'est extraits. normal de parler. Et puis ça devrait les inquiéter parce que nous n'avons qu'un seul élu pour le parti indépendant et nous sommes le parti qui a présenté le plus de projets, qui a un taux de présence de 100% et qui parle le plus à l'Assemblée pour défendre les intérêts de ses citoyens. Donc c'est qu'à un moment donné, vous voyez qu'il y en a quand même bien beaucoup qui font rien du tout, quoi. Bien sûr. Alors, c'est certain, on peut notamment parler du parti libertarien. On a constaté quand même un fort taux d'absentéisme pour les premières séances. Mais étant donné que vous êtes donc, on l'a dit, hein, également chairman du parti indépendant, hein, comme c'est écrit. Voilà, vous êtes chairman donc du parti indépendant. Actuellement, donc, votre parti hein, que vous avez fondé il y a quelques mois de cela maintenant,
est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots, puis nous dire comment il se porte actuellement? Est-ce qu'il se porte plutôt bien ou est-ce qu'au contraire, il y a des difficultés que vous rencontrez? Alors, pardon, excusez-moi. Oui, allez-y. J'ai la voix un peu enrouée. Je pense que j'ai dû attraper une angine hier soir, vous savez, quand on a le sentiment de se lever le matin avec la gorge qui fait mal et qui est prise, c'est pas très terrible. agréable. On Faudra a que vous l'impression preniez un d'avoir tout petit le peu temps de quoi vous soignez. quelque chose dans la gorge, donc c'est un peu désagréable, mais le Parti indépendant, il se porte très bien. Vous savez, il entre dans une campagne de refonte interne sur les visuels, sur notre façon à nous adresser aux gens, aux citoyens. On a des permanences qui ont ouvert à Townsend et à Nashville, donc il se porte très bien. Maintenant, moi, je n'ai pas trop envie de parler de mon parti. Je considère que les gens savent très bien se faire leur propre avis et c'est pas très compliqué. Vous allez voir, il y a un site qui référence les partis politiques. euh, Ce qui est certain, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui défendent vraiment les intérêts de ces citoyens. Et en tout cas, je pense que on est plutôt bien concernés, nous, le Parti indépendant, au vu des propositions qu'on a envoyées depuis le début de cette législature. Quoi. Oui, bien sûr. Très bien. Et donc, bon, bah, on le sait, hein, Monsieur Baker, vous êtes là, vous êtes devant nous. Bon, on se doute que dans quelques mois, voilà, les élections vont recommencer. Quel est votre projet pour les futures élections, celle du 68e gouverneur? Ouais, je pense que c'est un peu tôt pour dire si je vais me présenter ou pas. Je pense qu'il faut aussi avoir un petit peu de renouveau dans la politique. Donc, ce que je souhaite, en tout cas, c'est qu'il y ait moins de candidats pour la prochaine élection Ouais, bien sûr. et qu'il y ait un Alors, peu plus là, on de aurait 5 ou rassemblement et 6 d'union. candidats pour l'instant, si on regarde les partis. Voilà, Ah oui, non, mais c'est... c'est beaucoup trop, c'est énorme, ça divise les gens. Ça permet d'ailleurs au gouverneur élu de n'avoir aucune majorité à l'Assemblée et Bien sûr. d'être constamment en réalité en inconfort quand il présente des réformes pour Ah, tout lesquelles à il a fait. été élu. Donc moi je souhaite vraiment qu'il y ait de moins en moins de candidats. Voilà. Qu'il y ait de plus en plus de rassemblements, d'unions, de partis qui arrêtent de se créer parce que on n'est pas d'accord, machin. Quand on n'est pas d'accord avec des gens, on parle avec eux d'abord, on essaye de discuter avec eux. Et ensuite, si vraiment, une fois qu'on a discuté avec eux, ça ne marche pas, là, oui, on crée son propre mouvement. Moi, j'ai essayé, quand j'étais au Parti indépendant, de discuter avec la direction du Parti démocrate à l'époque. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai créé mon propre Ouais, mouvement. Là, bien c'est sûr. légitime. Et puis, les partis indépendants, ça existe. Hein. Vous savez, on a eu à l'échelle Oui, tout à fait. fédérale pour l'élection présidentielle. Ça a toujours existé et ça continuera d'exister. Donc, pour l'instant, je peux vous dire que tout se passe très bien pour nous. Bien. Oui, sur la télévision. Bon. Et puis, dans ce cas-là, je vous propose, Monsieur Baker, de passer à des questions sur la société actuelle. Comment se porte-t-elle? Pour commencer, une première question introductive. Euh, Pensez-vous que la violence physique, Monsieur Baker, peut résoudre un conflit? Enfin, aucune forme de violence ne peut résoudre un conflit ou quoi que ce soit. L'État n'a pas pour mission de soutenir la violence. Au contraire, sa mission à elle, c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Voilà, voilà. C'est la base saine d'une démocratie, là où les gens s'expriment oralement et non pas par les poings ou par autre chose. Bien. Euh, à ce sujet, Monsieur Baker, je vous propose donc de regarder un extrait également capté par la BR il y a quelques semaines de ça, au moment où vous voyez ici même les images en direct là où un individu vient de se faire écraser. Il s'agit d'un suppléant démocrate, Monsieur De La Rosa. Nous allons contacter les services de secours. Nous vous lançons le sujet.
Ça, c'est l'Amérique que j'aime. Pète-lui la gueule, vas-y. Hey putain, il l'a eu. Yeah. Putain, ça, c'est mon gars, ça. Non, ça, c'est pas vrai. Yo, moi, je chope une Ah, crêpe, bravo, là, mon j'ai pote. faim. Merci, Tu vois, ça, c'est montrer aux gens qui c'est les plus forts. Il t'a mal parlé, tu l'as corrigé. Voilà comment ça doit fonctionner Merci, ici. Donald. Tu te défends tout seul. Moi, tu m'insultes, tu me portes mal, tu me méprises. Et ben, je t'en mets une dans ta gueule pour te rappeler d'où tu viens. Ça, j'espère qu'ils vont répondre. Ah bon, ça, on est en direct. Donc, mesdames et messieurs, alors, comme vous venez de le voir, nous sommes en direct, hein, évidemment. Donc, on a eu un accident de la route ici même. Voilà. Nous sommes là et vous venez de voir Monsieur Baker, donc, qui a encouragé, il y a quelques semaines de cela, un individu a frappé Monsieur Sullivan. Également, Monsieur Baker, vous êtes mis en cause dans une agression. Qu'avez-vous à dire face à tout ça? D'abord, votre vidéo, c'est bien de montrer petite partie à nos concitoyens pour laisser croire que cet homme a été injustement frappé et attaqué, mais je voudrais tout de même préciser que l'homme qui a attaqué Monsieur Sullivan a également avant été attaqué par Monsieur Sullivan. Donc vous savez, il y a un moment donné où je suis d'accord pour que la violence ne soit jamais présente et ne soit à l'origine d'aucune résolution de conflit, mais j'estime que quand on vient vous frapper, il y a quand même une certaine possibilité de pouvoir répondre et de montrer à la personne qui vous a frappé que on ne frappe pas. Voilà, c'est le principe de légitime défense. Après, Et s'il aurait pu même faire plus que simplement le frapper, plutôt ça aurait des arrangé propos, tout le monde. hein, comme vous le dites, Non. on vous entend très bien dire des Moi, propos qui auraient été tenus non. insolents. D'accord. Bon. Et donc, monsieur, moi, je parle avec ma voix, je parle avec ma bouche. Je suis insolent envers monsieur Sullivan. Et alors, que bien me fasse, je ne le tape pas. Donc, vous voyez bien que la parole fonctionne aussi très bien. Sauf que l'homme qui l'a tapé a également été tapé par monsieur Sullivan. Il faut à un moment donné aussi rétablir la vérité, les vrais faits, et ne pas montrer qu'une partie de ce qui pourrait vous arranger. Et là, en l'occurrence, les deux se sont auto-agressés, d'accord ? Bordel, c'est pas un procureur? Il lui est arrivé quoi, monsieur? Attends, en direct. C'est Lynch. C'est ça, hein. Donc, mais par contre, monsieur Baker, vous êtes, on a vu également des images circuler de vous frapper un individu en pleine rue ici même à Townsend. On n'a pas de plot. S'il vous plaît. C'est étrange. En tout cas, si je l'ai fait, c'est toujours dans une logique de légitime défense parce que vous m'avez aussi attaqué et frappé. Et ce à quoi j'ai entièrement le droit de répondre. Vous m'attaquez, je vous attaque. Voilà, c'est aussi comme ça que doit fonctionner une société. Hein. Je veux bien qu'on soit contre la violence, il n'y a pas de souci. Mais j'estime que quand on vous frappe, on va pas non plus se laisser frapper, d'accord? Alors vous avez quand même dit, on vous a entendu, hein, ce sont vos propos qui étaient là. Si vous me parlez mal, je vous frappe. Ce sont vos propos. Passez, monsieur, passez. Décale-toi, Roche. Je ne pense pas. Je pense que j'étais très juste ce jour-là et j'ai réagi de la manière la plus juste possible avec des individus qui étaient violents avec moi, qui étaient violents avec d'autres candidats politiques aussi et qui ont eu la réponse qu'ils devaient avoir. S'il vous plaît, vous écartez-vous de la route. S'il vous plaît, on a un blessé si on a eu un accident de la route. Écoutez, nous allons passer donc à un tout autre sujet. Donc on est un petit peu dans ça, c'est l'Amérique que j'aime. Pète-lui la gueule, vas-y. Hey putain. Donc je vous disais, on est un petit peu dans le bois juste ici, mais on va passer à un autre sujet sur la drogue. Voilà, c'est un sujet avec la légalisation notamment du cannabis qui a été voulu. On va entendre à ce titre, lors de cette séance, quelques propos vous concernant, Monsieur Baker, que vous avez prononcés, et également que Monsieur de Arosa, qui est malheureusement derrière nous au sol, mais a prononcé à votre rencontre. Je vous laisse visionner cet extrait. Et Monsieur Rossa, je vous laisse attendre la réponse de Monsieur Baker si à la limite vous voulez répondre à Monsieur Baker. Cocaïnomane. Pardon. Et j'ai été amené effectivement à consommer de la cocaïne et du cannabis. Et j'ai aucun problème à le reconnaître parce que vous voyez, quand vous me méprisez en disant que je suis un cocaïnomane ou un consommeur de cannabis, vous méprisez également ceux qui en consomment et qui n'arrivent pas à en sortir. Alors encore une fois, je reviens donc sur les propos de Monsieur Baker, qui visiblement a du mal à se tenir, il doit lui manquer sa dose.
Alors, mesdames et messieurs, comme vous avez vu, hein, M. Baker qui se défend, on a aussi entendu très bien M. Pelaez qui avait prononcé les mots de cocaïnomane vis-à-vis de M. Donald Baker. Et puis après, M. De la Rosa qui surenchérit, on l'entend se retenir de rire après ces propos. Pensez-vous, Monsieur Baker, que tout ceci est à la hauteur des débats et de l'Assemblée? Terriblement fait de la peine pour l'institution, pour les gens aussi, parce que je partageais quelque chose qui m'est arrivé personnellement et qui concerne beaucoup de gens qui tombent en fait dans le piège de la drogue et n'arrivent pas à en sortir. Et la seule réponse qu'on m'a apportée, c'est de se foutre de moi. Et que par conséquent, quand on se fout de moi par rapport à ça, on se fout aussi de ceux en fait qui ont eu un problème d'addiction comme moi. Donc j'étais très choqué ce jour-là parce que ça collait pas en fait à ce que voulait faire le gouvernement. Et je le redis, j'ai pas honte. Pendant longtemps, j'ai nié avoir effectivement consommé de la drogue parce que c'était tabou. Je voulais pas que ce soit honteux pour moi. Je voulais qu'on ait l'image d'un Donald Baker qui soit vraiment propre, irréprochable. Sauf que un humain irréprochable, ça n'existe pas. Chacun fait des erreurs, se corrige et évolue. Et dans mon cas, moi, j'assume avoir consommé effectivement de la drogue dans des moments de ma vie où j'étais en extrême souffrance, où ça n'allait pas bien, et qui m'ont permis, et je le dis, de me sentir mieux pendant quelques temps. Et au final, dès la première prise, je suis tombé dans ce problème d'addiction. Et moi, j'en suis sorti. Et c'est pour ça que je veux donner mon témoignage à tout le monde. C'est que si moi, j'en suis sorti, tout le monde peut en sortir. Simplement, il faut être aidé par les bonnes personnes. Et en tout cas, quand je vois le comportement du gouvernement et de Monsieur de la Rosa, je peux enfin ma conclusion qu'il ne compte pas aider les gens, il compte au contraire se foutre d'eux. Ouais, en parlant du gouvernement, une information, Monsieur Pelaez, donc qui vous a tenu des propos de cocaïnomane, a été retiré de ses fonctions par Monsieur Hellman. Donc un autre haut commissaire a été nommé. Une réaction face à ça. Il n'y a pas un adjoint qui peut venir. Bon, il est compétent. Après, vous savez, c'est un homme qu'on a eu jeudi. Il répond un petit peu comme il a envie de répondre, avec ce qu'il a comme information. Mais en tout cas, j'ai un peu du mal à le cerner. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là en réalité. Bien sûr. Et je disais, Monsieur Baker, vous avez dit, vous avez réussi à sortir de vos addictions. Aujourd'hui, êtes-vous en lutte contre les addictions? C'est un combat personnel, sans vous, de lutter contre les addictions. Quelle est votre vision à ce sujet? Est-ce que c'est plutôt un combat ou plutôt une sensibilisation passive? Que dites-vous face à ça? Très long. J'ai été accompagné par des médecins. Enfin, c'était vraiment un combat assez long pour ma part. Et est-ce que j'en fais une lutte? Je ne trouve pas. En tout cas, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas permettre aux gens de pouvoir se soigner. Et il ne faut pas justement les inciter à acheter de la drogue plus facilement. Et le projet de Mark Hellman de légaliser le cannabis, c'est précisément ce qu'il fait en fait pour ces pauvres gens-là. Donc ce qui est fait actuellement ne va pas dans leur sens et va plus dans le sens de ceux qui vendent le cannabis. Et c'est extrêmement triste parce qu'en plus ils taxent les gens qui achètent du cannabis. Donc vous voyez, c'est un peu c'est se faire de l'argent sur le dos de gens qui sont un peu désespérés, quoi. Oui, tout à fait. Donc, vous pensez que cette loi vous avez plutôt un avis négatif de cette Mais bien légalisation de sûr. cette substance addictive et vous Mais oui. pensez que ça peut engendrer des problèmes de santé publique dans notre État?
Ah, mais fondamentalement, oui, bien sûr que oui. C'est même logique. Si vous permettez une vente du cannabis et un achat plus facile, vous allez avoir des gens qui n'en ont jamais consommé, qui vont commencer à en consommer et qui vont tomber dans le piège et qui auront du mal à en sortir et qui, comme pour les gens qui sont addicts au tabac, n'en sortiront pas et finiront peut-être pour la plupart avec un cancer du poumon ou finiront par avoir un cerveau ravagé par la drogue. Voilà. Oui, fondamentalement, il y aura un problème de santé publique. Mais Monsieur Hellman ne sera plus gouverneur à ce moment-là, et on dira que c'est pas lui. Alors que si, celui qui a fait entrer ça, c'est Monsieur Hellman. C'est lui la cause de tout ça. Et à cause de lui, des gens vont peut-être pour la plupart avoir des problèmes de santé plus tard, compliqués, qu'on aura du mal à soigner, qu'on aura du mal à prendre en charge, et on répondra simplement « Oh bah, fallait pas consommer du cannabis après tout. Hein, bah oui. » D'accord. Et donc après, il y a le cannabis, il y a aussi l'alcool, le tabac. Que faut-il faire Oui, mais avec c'est pas la même chose. toutes ces drogues Et monsieur, quand vous prenez un verre je prends quoi comme un verre de vin rouge, vous devenez pas addict à la drogue, pardon, à l'alcool. Quand vous fumez une cigarette, vous devenez pas addict au tabac du premier coup. Et ben la différence avec le cannabis, il y a plein d'études différentes qui montrent que dès la première prise de cette drogue, vous devenez addict et votre cerveau en redemande. Ouais, Donc c'est pas la même chose. cannabis reste quand même, après, un consensus scientifique, hein, moins addictif que la nicotine, Monsieur Baker. Quand il est encadré, monsieur, il est bénéfique, mais quand il n'est pas encadré, il n'est pas bénéfique. Alors, pour des questions de santé, par exemple, de soins médicaux qui est usé parce que le cannabis peut servir effectivement, dans certains cas, à atténuer la douleur ou j'en passe, là, ah oui, parce qu'il est encadré par des professionnels de santé, d'accord? Mais quand vous allez en acheter vous-même tout seul, en tant que, je sais pas, Antoine Blais, qui a envie d'aller s'en acheter pour essayer, personne ne vous encadre la prise. Et, vous achetez, vous prenez, et puis voilà. Ça n'a rien à voir, le cannabis, entre l'alcool et le tabac. Ce sont deux choses différentes. Le tabac ne ronge pas le cerveau, le tabac ronge les poumons. C'est quand même pas vraiment la même chose. L'alcool, on peut dire que l'alcool, et encore, je suis même pas sûr que l'alcool atténue les capacités mentales d'un individu. Je suis même pas sûr. Après, on voit les dangers, hein, conduite sous alcoolémie, alors peut-être les voitures d'ailleurs qui foncent les unes dans les autres là derrière nous. Oui, mais l'effet est temporaire. Et après, on le voit aussi, Monsieur Baker, dans d'autres pays, comme nos voisins au Canada. Vous pouvez aller dans des commerces et acheter du cannabis. N'est-ce pas une évolution de la société actuelle? Alors que vous n'en avez jamais consommé, vous ne savez pas ce que ça vous fera. Peut-être que vous allez très mal réagir et puis faire une crise cardiaque comme beaucoup de gens en ont fait à cause de ça. En fait, on ne peut pas permettre aux gens de consommer quelque chose qui atténue leur faculté à être maître d'eux-mêmes. D'accord? Alors on me dit l'alcool, sauf que l'alcool, quand vous prenez un verre de vin rouge, vous n'êtes pas bourré des premiers verres. Vous êtes bourré dès le 4e ou 5 verres. Voilà. Le tabac, ça n'atténue en rien votre capacité à réfléchir ou à être même de vous-même, puisque vous fumez, ça vous fait rien. Par contre, derrière, dans peut-être 20 ans, eh bien, vous irez chez le médecin et votre médecin vous annoncera que vous aurez un cancer des poumons. Parce que le tabac, oui, c'est prouvé scientifiquement par qui vous voulez que le tabac engendre des cancers chez l'homme, comme le cancer de la prostate, de tout ce que vous voulez. Voilà. Tout à fait. Alors, on va parler d'un autre sujet tout autant important, ce sujet de société qui est la religion. Voilà. Alors, monsieur Baker, semble du Tennessee, je pense, connaît votre religion, on en parle souvent, il y a même eu des altercations à l'Assemblée à ce sujet. Selon vous, quel est votre avis sur la religion? Est-ce que ceci doit être une cible d'attaque? Non, parce que la religion, telle qu'elle soit, c'est quelque chose de très beau. C'est une croyance à laquelle on adhère parce que on croit. Donc, je veux dire, vous savez, moi, j'admire tous les pratiquants de n'importe quelle religion confondue. En revanche, ce qui est certain, c'est que selon quelle religion vous faites partie, on vous stigmatise plus vite et on vous soumet
au titre du chien de quartier plus facilement. Et moi, c'est ce qu'on m'a fait à l'Assemblée. À l'époque, c'était quand j'avais prêté serment sur le Coran, puisque c'est ma liberté en tant que croyant de prêter serment sur le Coran. On m'a quand même demandé d'aller à la Mecque en pleine assemblée. Il y en a même un qui m'a traité de sale musulman, et c'était des élus démocrates. Donc, vous voyez, il y a un rapport avec la religion qui on va dire, intéresse les démocrates que quand ça les arrange. Et je trouve ça très dommage parce que en fait j'ai pas demandé à être musulman. Je suis né dans une famille musulmane. On m'a appris la culture, on m'a appris à croire, on m'a appris à adhérer à ça. Eh bien, c'en est devenu une habitude. Maintenant, moi, je ne l'ai pas forcé mes filles à croire en cette religion parce que j'estime et parce que j'ai évolué qu'on ne doit pas imposer à quiconque une croyance. Et c'est la raison pour laquelle toutes les religions, pour moi en tout cas, j'estime que on ne devrait pas mettre comme ça publiquement sa religion ou autre. Je veux dire, Dieu n'a aucun rapport avec le gouvernement, par exemple. Je veux dire, vous pouvez être gouverneur, un gouverneur musulman, chrétien, catholique. Celui qui prend la décision, c'est pas Dieu, c'est le gouverneur. Donc, il faut arrêter aussi d'utiliser Dieu dans tous les termes, dans toutes les situations. Vous écoutez Trump, il vous dit que c'est Dieu qui a sauvé le militaire parachuté de son avion. Reconnaissez les croyants. Oui, mais je veux dire, c'est pas Dieu qui vous permet d'aller acheter vos courses. Vous allez acheter vos courses parce que vous gagnez de l'argent. Voilà, c'est pas Dieu qui crée l'argent. Ça voyez, dépend, donc il faut personnes qui croient, qui sont fervents croyants. Oui, mais je pense maintenant, moi, je respecte tout le monde. On dit que je suis pas un bon musulman parce que j'ai pas la même croyance que les radicaux qui pensent que Dieu est tout, qu'il faudrait que tout le monde soit. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai ma vision des choses, de comment je vois les choses. Et c'est tout. Mais ces gens doivent respecter ça. Ils sont personne pour m'imposer de penser comme eux. Et pour la plupart, ils disent ça parce que beaucoup d'élus démocrates sont homosexuels et savent que dans ma religion, l'homosexualité est très mal vue au même titre que dans la religion catholique ou chrétienne. Sauf qu'ils s'attaquent moins aux catholiques et aux chrétiens parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux dans notre pays. Voilà. Mais sauf que dans toutes les religions, un homme qui fait l'amour avec un homme, c'est mal vu. Hein, c'est pas bien. Bien sûr. Baker, nous allons conclure cette interview parce qu'évidemment, tout a une fin, mérite une conclusion. On parle déjà depuis de longues minutes. Pour conclure, je vous propose une question très simple. Quel est votre programme en tant que personne, citoyen du Tennessee? On rappelle, médecin généraliste, ancien gouverneur également, et aussi à la tête du parti indépendant. Quel est votre programme pour les prochaines heures, les prochains jours? Qu'avez-vous prévu? C'est un peu. D'abord, c'est le week-end, donc je vais rentrer voir ma famille, mes filles, qui ne m'ont pas beaucoup vu cette semaine avec l'Assemblée et mes déplacements auprès de nos concitoyens. Et puis, je vais certainement aller voir des amis avec qui j'ai l'habitude d'aller boire des verres. Voilà, en fait, une vie très banale, hein, très simple. Hein, vous voyez, moi, je suis pas derrière mon bureau à 250 000 dollars en train de ne rien faire du tout et d'être payé injustement par nos concitoyens. Moi, je me laisse porter par la vie. Et puis, si la vie décide que demain je fasse, eh bien, je le ferai. Voilà. Mais je pense jamais au lendemain. Je pense toujours au présent avant de penser au futur. Voilà. Très bien. Bien, merci, monsieur Baker. Merci. Pour ces belles paroles. Et donc évidemment, on remercie également l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous ont suivis en direct pour cette interview qui sera retrouvée très prochainement sur la BR en replay, nos plateformes d'écoute. Et aussi sur, je vous informe, demain, un direct exceptionnel évidemment, avec les équipes de la BR qui seront mobilisées pour vous faire vivre en direct un événement
inédit de Monsieur Caleb Reid, un concert qui va tenir en direct à Nashville. Donc nous filmerons ça en direct. Nous remercions Monsieur Baker et nous vous disons à très vite sur la BIR.